Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Guérir de nos traumatismes de Saverio Tomasella, lu par Alain Chaillot. Je dédie ce livre à l'humanité entière, troublée depuis ses origines par les tragédies collectives, les drames personnels et leurs ombres qui pèsent sur nos destins. Nous avons tous connu, d'une façon ou d'une autre, des événements qui ont marqué nos êtres et bouleversé nos vies, sans oublier les catastrophes dont nous sommes les témoins, proches ou lointains. Mon souhait est de nous aider, individuellement et collectivement, à guérir de nos traumatismes pour pouvoir consacrer toute notre énergie à vivre au mieux nos relations, à créer ensemble et à nous aimer. Introduction. Tout, absolument tout ce que nous vivons s'inscrit dans notre corps. Alexandre Bourgeois, le focusing. Le traumatisme, c'est la vie, affirme en début de séance une patiente de 63 ans qui a connu son lot d'épreuves comme chacune et chacun d'entre nous. Personne n'y fait exception, même si certains sont plus éprouvés ou plus marqués que d'autres par les catastrophes, les tragédies et les drames, autant au niveau de la planète, des communautés, des familles que des individus. Des études récentes indiquent que 80% à 100% de nos contemporains ont vécu un événement traumatique qui dépasse nos capacités à y faire face. Ce que confirme la pratique clinique puisque toutes nos patientes et tous nos patients ont connu une ou plusieurs fois dans leur existence des situations traumatisantes. Dans nos cultures du bien-être, de la consommation mondialisée et de la jouissance immédiate, tout est fait pour que nous refoulions nos traumatismes, pour que nous les oubliions. Nous y parvenons, le plus souvent. Pourtant, en réalité, ils sont impossibles à évacuer. Ils font partie de la trame même de nos existences, et nos mémoires les gardent fidèlement au fond de nos consciences endormies. Une des causes du désarroi actuel est le refus de l'accident et de l'insécurité par rapport au projet d'une organisation toujours plus sophistiquée et rationnelle du monde. Bannis de nos consciences, nos traumatismes reviennent donc par le biais de l'inconscient dans nos rêves et nos cauchemars, mais aussi dans l'immense production de fiction. Romans, BD, mangas, films, séries, jeux vidéo, etc., où le pire de l'humanité s'exhibe sans retenue par l'épouvante, l'horreur, la terreur, la torture, les sociopathies destructrices et les psychopathies meurtrières, des plus brutales aux plus raffinées. Si les films de guerre et sur les guerres sont légion, les productions traitant directement du traumatisme existent également. Par exemple, au siècle dernier, Combat Fatigue Irritability de Gene Kelly, 1945. La maison du docteur Edwards d'Alfred Hitchcock, 1945. The Three Faces of Eve de Nunnally Johnson, 1957. Ou, aujourd'hui, Amanda de Michael Herz, 2018. Grâce à Dieu de François Ozon, 2018. Ou Les Éblouis de Sarah Succo, 2019. Sans oublier les nombreux documentaires sur ce thème. On peut affirmer que la question du traumatisme est celle qui préoccupe le plus tous les humains et de loin, avant même la quête de l'amour, quelles que soient les formes que l'on prête à cette quête. Le désastre, la haine et la mort nous obnubilent, comme malgré nous. Voilà pourquoi une recherche sur les traumatismes conduit à embrasser avec courage la profondeur, la diversité et la complexité de la nature humaine. Loin des discours convenus et gentillets de la psychologie commerciale, cela exige de quitter le domaine du faire pour partir à la rencontre de l'être et de sa vérité, autant que des vérités fondamentales sur la vie humaine. Cependant, encore trop peu de thérapeutes semblent suffisamment bien informés pour accompagner les personnes traumatisées, surtout lorsqu'il s'agit de traumatismes complexes ou relationnels. En voici un exemple récent. Margaret consulte après une thérapie durant laquelle elle ne s'est pas sentie reconnue et comprise par la psychologue qui la suivait. Enfant, elle était le bouc émissaire de sa famille. Gravement maltraitée par sa mère, négligée par son père, aînée d'un frère handicapé et de 2 sœurs, Margaret a dû très tôt se dévouer pour les autres, les faisant passer avant elle, en reniant ses propres besoins. À plus de 50 ans, malgré une brillante carrière professionnelle dans laquelle elle excelle, Margaret redoute de devoir encore s'oublier. Elle cherche un thérapeute qui croit ce qu'elle dit,
Un être humain capable d'accueillir ses émotions, un professionnel qui valide ses ressentis et confirme les abus qu'elle a subis, plutôt que de lui demander de comprendre et pardonner ses parents, ce qui reviendrait à invalider son expérience à elle, en se niant une nouvelle fois, donc en répétant son traumatisme. Nous le verrons, les situations potentiellement traumatiques sont nombreuses et variées, allant de l'événement individuel à la catastrophe collective, à tous les âges de la vie. Les personnes porteuses d'un traumatisme non résolu peuvent induire chez leurs descendants des troubles variés, souvent à dominante phobique ou obsessionnelle, parfois à dominante psychosomatique. La cure de ces patients est particulièrement difficile car beaucoup d'informations leur manquent, notamment les ressentis personnels de leurs ascendants face aux drames qu'ils ont vécus. Lorsque leur thérapie les libère de ce fardeau généalogique, ils font preuve d'une puissante créativité personnelle et professionnelle. Ce livre souhaite offrir un panorama des recherches sur les traumas et sur leurs conséquences physiques autant que psychiques que l'on appelle traumatisme. Après avoir défini les termes et notions, nous pourrons découvrir la riche histoire de ce grand mouvement thérapeutique, puis nous familiariser avec les manifestations très diverses des traumatismes, nous interroger également sur l'idée de résilience, de résistance au trauma, pour enfin aborder la question des meilleurs traitements envisageables. Prenons donc le temps d'explorer comment nos subjectivités sont meurtries par les catastrophes intimes ou sociales qui bouleversent le cours de nos existences. Et, de fait, nous enferment dans d'étranges répétitions, rompent l'élan de la réalisation de nos rêves, brisent nos croyances, malmènent nos identités, nous faisant douter de nos sensibilités, de nos âmes en chemin. Il existe heureusement de nombreuses approches thérapeutiques pouvant nous aider à guérir de nos blessures. Chacune et chacun de nous pourra alors choisir en conscience celle qui lui convienne le mieux, pour continuer sans entrave intérieure le cours singulier de sa vie. J'ai la chance d'être issu d'une tradition du soin psychique qui s'inscrit dans ce que l'on appelle l'humanisme, l'existentialisme, le subjectivisme. Comme mes aînés, je défends et promeus une vision globale de chaque être humain dans sa singularité, dont la subjectivité est unique, spécifique, inaliénable et irréductible. Seule cette position éthique permet de soigner profondément nos patients, en préservant leur intimité et leur expérience subjective, en leur laissant la possibilité d'exprimer ce qu'ils ont vécu pour qu'ils en sortent grandis et qu'ils retrouvent le chemin de leur désir qui est avant tout désir de vivre, d'aimer et d'être aimé. Partie 1. Du trauma au traumatisme. Il fut d'abord abasourdi, puis sa tête vacilla sous le choc, et il fut dans l'impossibilité de prononcer le moindre mot. Edith Wharton, sur les rives de l'Hudson. Il n'existe pas de définition unanime du traumatisme, même parmi les professionnels de la psychologie. De nombreux dictionnaires ne distinguent pas le trauma du traumatisme. Ils les comparent tous deux à des chocs, des accidents, des collisions, des coups, des blessures, des lésions ou des plaies, allant parfois jusqu'à confondre trauma et émotion. Bien que les deux termes soient synonymes du point de vue linguistique, de nombreux psychologues ou psychanalystes ont pourtant souhaité différencier le trauma du traumatisme, avec des différenciations assez variées. Un certain consensus semble se dessiner en faveur de la distinction entre le trauma, qui désigne le choc, l'accident ou l'épreuve, du traumatisme, qui concerne les conséquences personnelles de cet incident. Le stress, les souffrances et les séquelles du drame font donc partie du tableau subjectif du traumatisme, c'est-à-dire la façon très personnelle dont l'individu a vécu la situation et les répercussions qu'il a eues ou a sur lui. Dans la réalité vécue, nous verrons qu'il existe différents types de traumatismes. Au-delà des accidents de la vie, il existe aussi des traumatismes cumulatifs, précoces, du développement, etc. Enfin, les catastrophes sont elles aussi des traumas collectifs qui provoquent des traumatismes communautaires et individuels. Chapitre 1. Le traumatisme psychique, une notion complexe. De façon appropriée,
Le dictionnaire Le Robert définit un traumatisme psychique comme l'ensemble des perturbations résultant d'un violent choc émotionnel, et plus précisément comme une situation déclenchant chez le sujet un afflux d'excitation dépassant le seuil de tolérance de son appareil psychique. Cela correspond à la première définition qu'en a donnée Sigmund Freud. Définition générale en psychologie. Les auteurs du célèbre vocabulaire de la psychanalyse, Jacques Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis, décrivent le traumatisme psychique comme un événement de la vie du sujet qui se définit par son intensité, l'incapacité où le sujet se trouve d'y répondre adéquatement, ainsi que le bouleversement et les effets pathogènes durables qu'il provoque dans son organisation psychique. Le traumatisme se caractérise par un afflux d'excitation qui est excessif, relativement à la tolérance du sujet et à sa capacité de maîtriser et d'élaborer psychiquement ses excitations. Sigmund Freud n'emploie que le terme trauma à partir de son sens en grec ancien, en transposant sur le plan psychique les trois significations impliquées, celle d'un choc violent, celle d'une effraction, celle de conséquences sur l'ensemble de l'organisation. Nous observerons plus loin comment les fractions traumatiques ouvrent une brèche dans la psyché, dans le sentiment d'être soi. Toutefois, le heurt violent peut être remplacé par une accumulation d'excitations dont chacune prise isolément serait tolérable. En grec, trauma désigne la blessure, le désastre ou le ravage. Dans le registre psychique, il indique un bouleversement provoqué par un facteur extérieur entraînant des perturbations ou des dommages plus ou moins profonds et durables. La blessure morale correspond à un coup, une douleur ou une offense. La personne se sent atteinte, éprouvée, humiliée. Un désastre concerne un événement funeste, un malheur très grave, une calamité ou un fléau. Un ravage indique la survenue d'une destruction massive, d'une dévastation ou d'une ruine. Pour ces deux derniers niveaux de définition, le trauma atteint la dimension de la catastrophe. Dans la très grande majorité des cas, la survenue de l'incident perturbateur est de l'ordre soit de l'accident, soit encore d'un événement fortuit, d'une manifestation soudaine, d'un contretemps, d'une mésaventure, d'un revers, donc de phénomènes inattendus et surprenants, impossibles à prévoir. Toutes les théorisations présentent le traumatisme comme une effraction qui submerge le sujet et instaure une coupure radicale entre l'avant et l'après, accompagnée d'une désorganisation plus ou moins durable. Cette définition me semble la plus précise de celle que j'ai pu trouver. Le traumatisme psychique n'est pas le fait divers des journaux, précise le psychanalyste et psychiatre français Claude Nachin. Il découle d'un décalage entre un événement et les possibilités psychiques de le surmonter par un réaménagement intérieur. D'un côté, les tragédies comme le viol, le meurtre, le terrorisme ou la guerre bouleversent tout un chacun, même la personne la plus équilibrée. De l'autre, des événements apparemment plus communs peuvent devenir traumatiques, plus particulièrement lorsque l'un des protagonistes disparaît sans que les incidents aient pu faire l'objet d'une communion de langage entre eux. Lorsqu'une situation dangereuse, qui tente à entr'ouvrir l'inconscient, fait ressurgir l'image d'un proche, insuffisamment bon, maltraitant ou rejetant, ou d'un parent trop peu présent, déprimé, malade ou porteur d'un secret. Partir de l'expérience vécue. Anthropologue et psychanalyste, Olivier Douville insiste sur l'importance de ne pas confondre un choc et un trauma, qui est une rencontre avec un excès difficile à symboliser. La notion de choc, puis celle de stress, ont l'une et l'autre pour effet de diluer considérablement le terme de trauma, lequel viendrait alors recouvrir tout dommage. Il est vrai que cet amalgame entre choc et trauma facilite la promotion des idéologies victimaires. Ces idéologies découlent de revendications visant à éliminer l'aléa et la surprise dans des existences qui seraient garanties contre tout accident, comme le montre la revendication d'être continuellement en sécurité. De la même façon, Claude Nachin constate que la tendance actuelle à la victimisation et à la volonté de sécurité découle du refus de l'accident par rapport à l'idéal fantasmatique d'une organisation sans faille du monde.
Effectivement, les traumatismes viennent inexorablement battre en brèche nos idéaux de société parfaite. Il est impossible de dresser la liste des événements singuliers qui peuvent prendre une valeur traumatique pour un sujet, et cela ne se dégage qu'au cours de chaque cure. Les guerres, les génocides, les attentats, les catastrophes naturelles, la perte d'un proche par mort subite, accident ou maladie foudroyante, par mort violente ou par disparition, les agressions, les accidents, les violences psychologiques et domestiques, les brimades et intimidations, le harcèlement moral ou sexuel et les abus sexuels sont traumatiques. Certains événements familiaux peuvent également être perturbants, comme les disputes violentes, la séparation ou le divorce des parents, la proximité entre la naissance d'un enfant et une fausse couche ou la mort d'un autre enfant, d'un des grands-parents. Il en est de même de la mort rapide d'un des parents quand une jeune femme ou un jeune homme quitte le foyer d'origine, se marie ou conçoit un enfant. Enfin, nous recevons de plus en plus de personnes perturbées par les réseaux sociaux, notamment en cas de cyberharcèlement, de repli dans les fantasmes ou croyances du monde virtuel ou par un usage excessif, voire inconsidéré de ces réseaux. L'effraction, point d'entrée du traumatisme. Les incidents de la vie humaine ne sont pas forcément des événements importants vus de l'extérieur. Dans Une vie avec la psychanalyse, Maria Török, psychanalyste hongroise, rapporte l'histoire d'un enfant qui se retrouve opéré pour un phimosis, sans en avoir été informé au préalable. Le garçon s'est, de ce fait, senti trahi par sa mère. Son traumatisme découle d'une perte de confiance envers elle. La perte de confiance s'accompagne d'un dessaisissement, d'une perte de l'identité qui se définit par rapport à la confiance que l'enfant vouait à sa mère auparavant. L'événement imprévu provoque une effraction. C'est cette effraction qui constitue l'origine d'un trauma, son point d'entrée. Certains accidents ne provoquent pas de trauma et certains traumas arrivent sans accident apparent. L'effraction psychique est alors provoquée par la répétition de situations perturbantes. Pour mieux comprendre la diversité des situations pouvant donner naissance à un traumatisme, nous allons envisager différents cas de figure. Un traumatisme physique sans traumatisme psychique apparent. Un mercredi midi, une mère vient chercher ses enfants à la sortie de l'école. Par manque de place, l'un d'eux, âgé de 6 ans, monte à l'avant pour se placer sur les genoux de son grand-père, alors en vacances chez sa fille. Par mégarde, le grand-père referme la portière de la voiture sur la main de l'enfant en train de monter à bord. L'enfant pleure. Le grand-père ne s'excuse pas. La mère demande à son fils d'arrêter de pleurer. L'enfant se tait et garde sa douleur pour lui. Quelques heures plus tard, le gonflement de la main alerte les parents qui emmènent l'enfant chez le médecin. La radiographie révèle 3 phalanges cassées. L'enfant, alors en cours préparatoire, porte un plâtre pendant 1 mois, écrit comme il le peut de la main gauche, aidé par une vieille institutrice très compréhensive à son égard. Après que le plâtre a été enlevé, il continue sa scolarité sans problème apparent. Il est capable de parler de l'incident sans signe de séquelles physiques ou psychiques. Même si l'enfant ne manifeste pas de troubles particuliers à la suite de l'accident, personne ne peut affirmer qu'il n'y a pas eu de traumatisme psychique. D'autant plus que le grand-père n'a présenté aucune excuse, qu'il n'a eu aucun signe de compassion et que les parents n'ont apporté au garçon aucune consolation, le laissant seul face à sa douleur et à son handicap passager. Il est légitime de se demander quelle confiance l'enfant peut désormais accorder à ses parents et aux adultes en général. Un traumatisme psychique sans traumatisme physique. Un jeune homme de 19 ans, musicien violoncelliste, part en vacances avec des amis en emportant son violoncelle d'une très grande valeur. Vers la fin du voyage, à quelques kilomètres du lieu d'arrivée, le conducteur s'arrête à une station-service pour prendre de l'essence. Les passagers sortent se dégourdir les jambes. Soudainement, le véhicule prend feu. L'incendie est rapidement maîtrisé, personne n'est blessé. Mais les bagages ont brûlé, et avec eux l'instrument de musique. Un instrumentiste fait corps avec son instrument, à plus forte raison s'il s'agit d'un instrument à cordes ou d'un instrument à vent que le musicien porte contre lui.
À la suite de cet accident qui l'a profondément bouleversé, le jeune homme ne réussira plus à jouer de violoncelle pendant des mois. Sa relation avec son professeur en est aussi durablement affectée. Il se sent complètement démuni, mais aussi très coupable et s'en veut énormément de ne pas avoir pu sauver son violoncelle. Un traumatisme physique doublé d'un traumatisme psychique. Un athlète professionnel est en week-end chez ses parents quelques mois avant une compétition internationale importante pour lui. En jardinant avec son père, il se blesse au mollet. La blessure n'est pas sérieuse du point de vue médical, mais elle nécessite une hospitalisation, des soins réguliers, puis une rééducation prolongée. Le jeune athlète est déçu et dépité. Il ne pourra reprendre l'entraînement qu'après la compétition qui aurait pu le qualifier. En raison de l'accident, la carrière de l'athlète est remise en question. Il se sent profondément découragé, désespère de pouvoir être qualifié de nouveau et traverse un moment de dépression, de marasme, craignant que sa vie n'ait plus de sens. Un accident réveille un traumatisme ancien. Un jeune enfant de 9 ans est témoin d'un violent accident de voiture dans la rue où il jouait tranquillement avec des camarades. Un jeune homme s'est blessé à la tête en heurtant le pare-brise qui s'est brisé. Du sang coule sur son visage. Sa mère, qui conduisait, invective le conducteur de l'autre véhicule qui n'a pas respecté la priorité. Elle demande aux passants attroupés d'appeler la police alors que le blessé aurait davantage besoin des pompiers pour être soigné et pris en charge rapidement. L'enfant fera de nombreux cauchemars à la suite de l'accident. Quelques années plus tard, lorsque le patient, l'enfant devenu adulte, raconte l'incident, il prend conscience qu'il a eu très peur à cause du choc et de la blessure sanglante, mais que ce sont surtout les cris forcenés de la femme qui l'ont impressionné et effrayé. Par association libre, il se souvient qu'un jour, sa mère avait hurlé de la sorte contre son frère et l'avait violemment frappé. Le petit garçon s'était identifié à son frère battu, selon lui de façon très injuste et injustifiée. Cet événement l'avait profondément marqué. Une configuration traumatique se met en place selon l'individu et le moment de son existence, d'une façon très singulière, en fonction de nombreux paramètres. L'impact sur lui pourra être plus ou moins fort et durable selon l'importance du bouleversement psychique que la situation a provoqué, y compris si l'effet douloureux concerne une autre personne. Être témoin d'une violence peut être perturbant, donc source de traumatisme, comme pour cet homme d'une quarantaine d'années qui a entendu et vu un jeune se faire abattre de 3 coups de revolver dans la rue où il habite. Définition clinique du traumatisme. On peut définir un traumatisme comme une expérience de surprise, de frayeur ou de violence au cours de laquelle l'intégrité d'une personne est menacée ou vécue comme étant menacée. La soudaineté de l'événement submerge sa capacité à y faire face et la plonge dans la détresse ou l'effroi. Une explosion volcanique. Pour illustrer cette définition, voici le témoignage d'Aude, une femme d'une 50aine d'années. Elle exprime une expérience traumatique de son enfance qu'elle n'a pas réussi à raconter pendant des décennies. Cette expérience correspond à des agressions sexuelles incestueuses de la part de son grand-père maternel, qu'elle a pourtant longtemps idéalisé, en le considérant comme le patriarche de la famille. Aude se souvient de l'impact de l'abus la première fois où il a eu lieu. Le choc à la violence d'une explosion volcanique, avec la lave en feu qui ruisselle à l'intérieur de chaque parcelle de mon être. Après coup, la mémoire de ce choc est plus insidieuse, mais tout aussi violente. Elle provoque un arrêt sur image, l'élan de vie est rompu et ne reviendra plus. Imaginons un enfant qui court dans un champ. Il court, il vole presque, emporté par sa joie, son innocence, son désir de vivre. Tout à coup, il s'arrête et s'effondre. Le corps est comme replié sur lui-même, rigidifié, tétanisé. Pendant de longues années, Aude a eu l'impression qu'elle devait rester tapie, se cacher et se taire pour ne rien réveiller de ce moment abominable dont elle ne pouvait pas parler.
Je ne voulais surtout pas réveiller cette monstruosité qui a empli chaque fibre de mon corps. Ce choc a créé une béance dans mon être qui laisse s'engouffrer des résidus au fil des jours. Mon âme erre, affolée, bleuie, exsangue, brisée. Du temps. Beaucoup de temps m'a été nécessaire pour dire les mots qui ont pu repousser cette mise à mort. Aude a consacré beaucoup d'énergie pour guérir de ce traumatisme. Marche en montagne, méditation zen, écriture, engagements sociaux, psychanalyse, etc. La psychanalyse est une psychothérapie qui a pour visée la connaissance de l'inconscient grâce à l'association libre dans une situation de détente et de confiance, favorisée par l'écoute bienveillante du praticien. Les violences perpétrées sur d'autres. Le trauma et l'impact traumatique qui en découle ne correspondent pas seulement à ce qu'un individu subit de la part d'un autre ou de son environnement, mais aussi à ce qu'il peut lui-même infliger à autrui. Le massacre de la Saint-Barthélemy en est un bon exemple. Commandité par Charles IX sous l'influence de ses proches, cette effroyable tuerie se déroula principalement la nuit du 23 au 24 août 1572. Peu après, le jeune roi de 22 ans exprima à son médecin, Ambroise Paré, le trouble profond qui l'assaillait et le tenaillait. « Je ne sais pas ce qui m'est survenu depuis 2 ou 3 jours, mais je me trouve l'esprit et le corps tout aussi émus que si j'avais la fièvre. Il me semble à tout moment, aussi bien veillant que dormant, que ces corps massacrés se présentent à moi, les faces hideuses et couvertes de sang. » La déflagration est telle que le jeune roi sombre dans la folie. Il en mourra 2 ans plus tard, rongé par les remords. Tous les éléments de ces récits caractérisent précisément ce qu'est un traumatisme psychique. Sa dynamique repose sur la soudaineté imprévisible avec laquelle la catastrophe survient. Dans ces situations, l'environnement en lequel le sujet avait confiance jusqu'alors perd brutalement ses contours, sa fiabilité et ses repères rassurants. Face au réel. Pour le roi, sa décision politique reste intellectuelle et fantasmatique, alors que le réel du massacre est imprévisible, à proprement parler. Rien ne pouvait préparer le souverain à une telle barbarie. L'effroyable confrontation avec la mort violente est trop souvent oubliée par les gouvernements qui lancent leur pays et leurs soldats dans la guerre. Alors que l'individu pourrait croire que sa volonté d'accomplir un acte le prépare à en supporter le choc, comme pour les cas extrêmes des attentats, des guerres et des massacres, il est tout de même submergé par le surgissement de l'horreur. La présence de la mort ou de la menace de mort pour soi ou autour de soi est traumatisante pour tous, à tous les âges et indépendamment de l'organisation psychique et de la vie antérieure du sujet. Plus largement, même si cela ne paraît pas forcément évident ou visible, la mort, réelle, crainte ou symbolique, est présente dans tout trauma. Dans la réalité, l'incapacité d'élaborer psychiquement un événement le rend traumatique. On distingue généralement 2 grandes formes de traumatisme. Les traumatismes simples sont provoqués par un événement ponctuel, isolé et unique, se déroulant sur une période courte. Les traumatismes complexes découlent de la répétition de violences physiques ou morales sur une longue période, survenant le plus souvent dès l'enfance. La profondeur du traumatisme résulte de nombreux facteurs qui dépassent de loin la personne, au-delà de son identité biologique et de son histoire personnelle. La victime est prise dans un ensemble culturel, historique et social qui constitue un univers de relations complexes dont dépendent le traumatisme, sa profondeur et ses potentialités d'évolution. Qu'il s'agisse d'un accident de voiture, de l'annonce d'une très mauvaise nouvelle, d'une humiliation violente, le trauma confronte brutalement le sujet au réel nu, c'est-à-dire à l'immaîtrisable, ce qui provoque la dissolution de ce qu'il croyait vrai, l'effondrement de ses fondements, l'évanouissement de son identité, voire la disparition des valeurs humaines auxquelles il croyait.
si ce n'est la négation radicale de l'humain dans les situations de catastrophes sociopolitiques que l'on peut aussi appeler catastrophes humanitaires lors de guerres et de génocides. Chapitre 2. Les catastrophes sont traumatiques. On peut considérer que les graves événements traumatiques constituent des catastrophes psychiques pour l'individu qui les vit. Réciproquement, la survenue d'une catastrophe à grande échelle, qu'elle soit naturelle, politique ou sociale, provoque un traumatisme complexe, souvent profond et durable pour celles et ceux qui y sont plongés. Durant la nuit du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, 6 attentats simultanés ont provoqué 129 morts et 480 blessés, dont 99 dans un état extrêmement grave. Les témoins parlaient de scènes d'horreur, de barbarie, de cauchemars et d'enfer. Les médecins de blessures de guerre. Les journalistes de carnage. Certains mots reviennent très souvent dans les témoignages de la nuit et du lendemain. Sidération, effroi, tristesse, terreur, épouvante, douleur, accablement, désolation, etc. La sidération est une immobilisation intérieure accompagnée d'une paralysie physique et d'un arrêt de la possibilité de penser. Elle semble faire de plus en plus partie de nos existences. Depuis quelques années, il est possible d'observer une nette prépondérance et une forte persistance de la catastrophe dans le climat social. Ce phénomène va en s'intensifiant et concerne autant les cataclysmes naturels que les massacres humains. La pandémie de Covid-19, puis les conflits russo-ukrainiens et israélo-palestiniens le renforcent encore. Qu'est-ce qu'une catastrophe ? Nous pouvons définir la catastrophe comme un bouleversement, un chaos, une destruction provoquant une forme d'irréversibilité. Ce qui était n'existe plus. La catastrophe est le fait d'une discontinuité radicale due à un basculement soudain. Le cataclysme qu'elle induit pose fondamentalement la question de ce qu'il advient au sujet humain en ce qui concerne sa subjectivité et les modalités selon lesquelles cette subjectivité est mise à mal dans des circonstances extrêmes. Lorsqu'elle est collective, la catastrophe induit un traumatisme qui n'est plus ni subjectif ni subjectivable. Elle concerne une masse anonyme et n'a aucun sens. Ce constat amène le philosophe et psychanalyste Stéphane Thibierge à distinguer le régime du traumatisme ordinaire de la chose mortifère, irreprésentable que constitue une catastrophe. Pour lui, le registre de la catastrophe est devenu l'ordinaire de notre présence dans un monde de plus en plus absurde. La catastrophe est un rapport permanent au monde qui n'est plus un monde. Culpabilité et angoisse se développent et peuvent devenir envahissantes. L'individu se retrouve hors sujet. Il vit un véritable désastre. Le mot désastre désigne la chute d'un astre, c'est-à-dire l'effondrement d'un référent. Dans l'écriture du désastre, Maurice Blanchot affirme « Le désastre ruine tout en laissant tout en l'état. La catastrophe désigne ce qui est en train d'être vécu ou qui a été vécu. Elle est l'équivalent du trauma. Le désastre, lui, est le constat postérieur de ses effets funestes, des ruines ou des cendres qui en résultent. Il correspond au traumatisme. Une catastrophe psychique est souvent la combinaison d'un deuil et d'un traumatisme. Une catastrophe sociale désigne une durable, grave ou violente remise en cause de la dignité humaine. L'identité humaine est bafouée. Dans ce cas, la catastrophe touche simultanément 3 registres: personnel, communautaire et historique. Les catastrophes naturelles. En fonction de leur impact sur les personnes ou les communautés, les catastrophes naturelles présentent très fréquemment des aspects traumatiques. Je vais m'appuyer sur 2 témoignages pour illustrer ce point. Des pluies torrentielles. Le samedi 3 octobre 2015 au soir, un orage d'une violence exceptionnelle, caractérisé de bombes d'eau, a inondé les Alpes-Maritimes, surtout les zones de Mandelieu, Cannes et Antibes, provoquant la mort de 17 personnes. Elsa, une patiente de 40 ans, témoigne de ce qu'elle a vécu. Il est 20h20.
Je pars de chez moi à Cagnes-sur-Mer et prends la voiture pour aller dîner chez mon ami à Antibes. Il commence à pleuvoir. Je prends l'autoroute à Villeneuve-Loubet. Là, il se met à pleuvoir très fort. J'allume mes phares. Je roule à la vitesse de 25 km par heure. Il pleut de plus en plus, je ne vois pas devant moi. Je mets mes warnings. Je roule à 5 ou 10 km par heure, pas plus. Je crois ma dernière heure arrivée. Je tiens ma petite médaille de Lourdes dans la main. Je la serre très fort. Devant Elsa, la pluie fait un rideau d'eau. Elle se dit « Ce n'est pas possible, je ne vais pas m'en sortir vivante ». L'eau monte sur la route jusqu'au capot. 1 mètre d'eau au moins. Je n'ai jamais vécu un moment aussi long. J'avance très lentement pour gagner la sortie de l'autoroute à Antibes. Au rond-point, les voitures s'arrêtent. Le chauffeur d'un bus nous fait des grands signes pour nous empêcher d'aller plus loin. Sous le pont, il y a 2 mètres d'eau. Il est impossible de passer. Les voitures font demi-tour et reprennent l'autoroute en sens inverse. Je me dis que c'est la fin du monde. Une véritable apocalypse. Je vois ma vie défiler devant moi, par flash très rapide. Les personnes que j'ai aimées, les moments importants de ma vie. Je repense à un gros accident que j'ai eu sur l'autoroute quelques années plus tôt. Tout est bloqué et bouché de partout. Je reviens à Villeneuve-Loubet. Je tente d'aller à Antibes par des petites routes. J'arrive à 22h30. Mon compagnon a eu peur. Il voulait partir à ma recherche pour me rejoindre. Lorsqu'il a ouvert la porte du garage, une énorme vague d'eau avait déferlé sur lui et l'avait renversé. Il n'avait pas pu sortir sa voiture. Sur les trottoirs, on voit des voitures dressées à la verticale. Il m'attend devant le portail, dans la boue jusqu'aux genoux, complètement trempé. Devant chez lui, la rue est un vrai torrent. Nous avons eu très peur tous les deux. Une fois arrivés dans son appartement, nous nous sommes serrés très fort dans les bras. Chaque année, les inondations provoquent de forts dégâts et des décès. Elsa a eu besoin de temps pour se remettre des émotions d'une si grande intensité. Elle a parlé de cette épreuve de nombreuses fois durant les semaines qui ont suivi. Des éboulements. Les zones montagneuses sont souvent exposées aux éboulements de pierres, de roches et de rochers, endommageant les habitations, les routes et les voies de chemin de fer. L'accident du petit train des Pignes, reliant Nice et Digne, dans les départements des Alpes-Maritimes et des Alpes de Haute-Provence, le samedi 8 février 2014, est une catastrophe typique de la région. Le conducteur du train raconte ce qui est arrivé. Le matin, Jérémy Sauvant conduit le train lorsqu'un rocher de 20 tonnes emporte les 2 rames, provoquant 2 morts et blessant 9 personnes, dont une grièvement. Lui-même est opéré à la suite d'une fracture ouverte du nez. Nous avons embarqué une trentaine de passagers. Je passe Entrevaux jusqu'à ce que j'arrive à Saint-Benoît. Je conduis en dessous de la vitesse maximale de 40 km par heure. Puis tout va très vite. Je me souviens du bruit énorme, du train qui déraille et qui sort des voies, puis de la descente sur la pente. Je n'ai pas réalisé, je me suis demandé ce qui se passait. J'imaginais que c'était grave, mais je ne savais pas vraiment. Un rocher ou autre chose. Je ne pensais à rien de précis. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne me souviens même pas de m'être cogné la tête. Je n'ai pas eu mal au moment de l'impact. Le train de 72 tonnes et 42 mètres est échoué dans la neige et les arbres. J'ai saisi la radio de bord. J'ai prévenu les gares d'Hanau et de Nice. Je ressentais une forme de peur panique, tout en sachant ce qu'il y avait à faire. Je me souviens avoir dit « J'ai déraillé, il y a des blessés, peut-être des morts ». J'avais mal au bras. Mon nez saignait abondamment. J'ai vu une dame allongée dans la neige, sans trace de sang apparente. J'ai appris par la suite qu'elle était morte. Immédiatement, j'ai vu que la machine fumait. J'ai coupé l'électricité. J'étais choqué. Lorsqu'il sort de sa cabine, dans la neige, Jérémy se souvient des cris des blessés. Tout de suite, je leur suis venu en aide avec le chef de train. On les a rassemblés au même endroit. Je me souviens que je craignais qu'un autre rocher ne tombe. Dans ma tête, je me disais qu'il ne fallait pas traîner. Quand on m'a pris la tension, un peu après, j'avais 16.
Jérémy a consulté une psychologue pour parler de ce qu'il a vécu ce jour-là. Il affirme qu'il résiste grâce à sa propre force de caractère, à l'amour de ses parents et à la solidarité des cheminots. « J'ai le choc en moi », reconnaît-il. En effet, le traumatisme est parfois décrit comme un corps étranger interne. Jérémy souhaite conduire à nouveau. Il se rassure en se répétant que ce type de drame n'est arrivé qu'une fois en 100 ans. La mort est la catastrophe fondamentale. Chez tous les humains, de l'aube de l'humanité à nos jours, sous toutes les latitudes, la mort représente une rupture entre un avant et un après, la fin radicale d'une existence, le terme irrémédiable d'une vie, une effraction par l'irruption brutale de l'inconnu, voire du néant, une butée sans recours et sans retour. La perte d'un enfant. Lorraine a 29 ans lorsqu'elle perd son premier enfant, un petit garçon de 3 ans, mort d'une leucémie. 7 ans plus tard, durant sa psychanalyse, elle écrit un texte bouleversant autour de ce drame. Nini, mon éternel amour. Il est tard dans cette lugubre chambre d'hôpital. Le sommeil a eu raison de moi et j'ai fini par m'endormir près de toi. Quelques heures plus tard, je me réveille. Je pose ma main sur ton petit cœur. Il ne bat plus. Il est 5h30 du matin. Ma vie s'arrête. Tu as attendu, Nini. Tu as attendu que je sois prête. Tu as lutté pour rester jusqu'à ce que ces mots puissent sortir de ma bouche. Nini, vas-y, envole-toi, mon chéri. Vas-y, mon chéri, vole. Tu es attendu. Et surtout, ne t'inquiète pas pour ta maman. Nous nous retrouverons. En attendant, on a encore besoin de moi ici-bas. Je me battrai pour vivre, pour réaliser ce que tu n'as pas eu le temps de faire sur notre terre. Je ne peux pas mourir. Tu aimais tant la vie. À ton enterrement, il y avait beaucoup de monde. Il y avait aussi des curieux autour de ton petit cercueil blanc. Je suis déjà parti. Je ne suis pas là. Je suis avec toi. Je ne vois personne, je n'entends rien. Je suis avec toi. Mes 5 sens n'existent plus. Ils n'existeront plus à partir de maintenant. Ensuite, il y a un regroupement familial chez ta grand-mère. Les gens mangent. Je suis sonné. Comment peuvent-ils manger? Je me rends compte que pour eux, la vie continue comme avant. Pendant plusieurs semaines, Lorraine est sous le choc, abasourdie, interdite, déroutée, décontenancée, flottant hors de ses repères habituels, partant à la dérive. 7 ans après, il lui arrive encore de se sentir envahie par l'émotion. Elle éprouve des difficultés à s'intéresser à ses 2 autres enfants, nés après la mort de l'aîné, et à s'occuper d'eux. Elle trouve encore aujourd'hui que son existence n'a pas de saveur, que seuls comptent les moments vécus avec son premier enfant. Une tragédie inconcevable. La mort peut être aussi imprévisible et imprévue. Un ami, professeur d'histoire d'une 50aine d'années, déclarait le 10 janvier 2015, après les attentats contre la rédaction de Charlie Hebdo à Paris. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.